vous, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mardi 17 mars 2026. Donc voici les titres. Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines a lancé ce mardi un mécanisme de gestion des plaintes dans le secteur pétrolier et gazier, un dispositif destiné à recueillir et traiter les préoccupations des parties prenantes. Réaction de Mamani Djité et de Sambaba dans ce journal. Sonko Diomaye, les divergences qui interrogent les prises de position du Premier ministre Ousmane Sonko et du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye alimentent les débats. Dualité au sommet de l'État ou simple opposition d'idées, éléments de réponse avec Abdoulaye Dieye tout à l'heure. Et puis, Korité, à l'approche de cette fête, les vendeurs de poulets constatent une baisse de la demande dans les marchés. Nelendiaï et Vieux-Ndiaye y feront un tour. Et puis à l'international, au Nigeria, explosion meurtrière à Maiduguri. Plusieurs explosions ont frappé cette ville dans l'état de Borno ce lundi soir, peu après la rupture du jeûne, faisant des morts et des blessés. Les détails, c'est dans cette édition que nous allons développer dans un court instant. Merci de suivre l'actualité sur GTV. Le ministre de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire, Alioune John, a présidé ce mardi un atelier de renforcement de capacité sur l'économie sociale et solidaire destiné aux acteurs de la microfinance. L'objectif est de vulgariser la loi d'orientation numéro 2021-28 du 15 juin, autant pour moi, 2021, relative à l'économie sociale et solidaire, mais également d'identifier l'articulation entre la microfinance et l'économie sociale et solidaire, suivant les propos du ministre Alioune John. Il est indispensable que les acteurs de la microfinance ainsi que les porteurs d'initiatives dans l'économie sociale et solidaire aient une meilleure connaissance des principes, des mécanismes et des obligations liées à l'économie sociale et solidaire. C'est vous dire donc, mesdames et messieurs, que s'approprier le cadre légal de l'ESS, c'est bien plus que connaître une loi, mais c'est comprendre l'esprit qui l'anime. Mon département, en charge de ces sous-secteurs dynamiques, à travers les actions menées, a compris aujourd'hui que la microfinance doit être au service de l'économie sociale et solidaire et que l'économie sociale et solidaire soit une niche de création d'emplois massifs. La Direction générale du contrôle et de la surveillance des opérations du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines a officiellement lancé ce mardi le mécanisme de gestion des plaintes du secteur pétrolier et gazier. Ce dispositif structuré vise à accueillir ou plutôt recueillir, traiter et puis suivre les préoccupations des parties prenantes, tout en favorisant un dialogue inclusif, en prévenant les conflits et en renforçant les performances sociales et environnementales des projets extractifs. À ce propos, écoutons Mamani Djité. Il est le directeur de cabinet du ministre du Pétrole et du Gaz, et Samba Ba, directeur général du contrôle et de la surveillance des opérations. Structuré, accessible et inclusif pour exprimer ses préoccupations, formuler des plaintes ou soumettre des suggestions relatives aux impacts des activités pétrolières et gazières. Il s'inscrit dans une logique de dialogue, de prévention des conflits et d'amélioration continue des performances sociales et environnementales du secteur. Il est évident que la mise en place d'une procédure claire demeure un préalable indispensable pour l'atteinte des objectifs visés à travers le mécanisme de gestion des plaintes. Je vous invite, conformément à l'instruction de M. le ministre, à entamer très rapidement une réflexion en vue d'étendre ce mécanisme au secteur minier, qui fait face aux mêmes problématiques en termes d'impact environnemental
et surtout d'acceptabilité sociale des projets miniers. Dès que la plainte en tout cas est déposée, il y a déjà un accusé de réception qui est émis à l'endroit, on va dire, de l'émetteur, mais déjà aussi une équipe qui prend en charge cette plainte, de manière à pouvoir apporter une réponse donc, dans un délai cadré. Donc, on a un objectif de 15 jours, mais on va voir, on va dire comment est-ce qu'on va ajuster cela. Mais l'objectif, c'est qu'au bout de ce délai, qu'il y ait un retour clair qui soit donné, soit il y a une solution urgente, on va dire, qui est trouvée, soit s'il n'y a pas de solution urgente, il peut y avoir des problèmes complexes, qu'il y ait une procédure, en tout cas un process qui soit mis en place de manière à pouvoir résoudre dans un délai défini, on va dire, ce problème. L'Association des professionnels de l'information pour le genre, en partenariat avec ONU Femmes, a organisé ce jeudi une rencontre d'échange avec des journalistes, producteurs de données et acteurs de la justice pour renforcer la compréhension et l'utilisation des statistiques désagrégées par genre. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, des droits de la femme plutôt, et vise à améliorer le traitement médiatique des violences basées sur le genre et la question de l'accès des femmes à la justice. À ce sujet, écoutons Adama Diouf, présidente de l'Association des professionnels de l'information pour le genre. Mais ce sont des échanges interactifs entre les utilisateurs, d'abord ceux qui produisent, les producteurs de données, les utilisateurs et peut-être nous journalistes et aussi des acteurs de la justice pour mieux comprendre les enjeux de l'heure, surtout par rapport à l'accès des femmes à la justice en cas de violence basée sur le genre. Il faut rappeler que ces données sont produites depuis quelques années par l'ANSD. Peut-être ce sont des données qui prennent en compte la dimension genre, c'est-à-dire des données désagrégées hommes-femmes. On peut retrouver dans ces données peut-être le nombre de filles qui ont été peut-être abusées aussi sexuellement dans les régions, dans les communes et tout. Et des données qui sont aujourd'hui utilisées par aussi la direction de l'équité et de l'égalité genre pour un peu comprendre et peut-être mieux adresser ces problématiques de violence basée sur les genres en comprenant où elles se déroulent, peut-être les acteurs qui peuvent apporter des compléments d'information, qui peuvent expliquer ces dynamiques. Parce que comme je l'ai dit dans mon discours, si ces rapports sont dans les tiroirs, si ce sont des chiffres bruts, peut-être qu'on ne peut pas les utiliser pour combattre ces violences basées sur les genres. Il faut que les journalistes puissent comprendre ces données, parce que des fois les données sont là, ils sont affichés abruptement, sans pour autant qu'on comprenne ce qui se cache derrière. Donc les journalistes doivent savoir ce qui se cache derrière, peut-être pour mieux informer, mieux sensibiliser, mais aussi mieux orienter les décisions des pouvoirs publics. C'est ça, c'est peut-être c'est sur ces questions qu'on voulait sensibiliser nos membres. C'est pour qu'ils puissent savoir où chercher ces données qui atterrissent au niveau de la justice. L'Alliance des syndicats autonomes de la santé et Andegesum a confirmé sa non-participation aux réunions d'évaluation du pacte de stabilité sociale conviées par le Premier ministre Ousmane Sonko. Non signataire, le collectif exclut toute forme de participation. Par ailleurs, il signale qu'ils étaient entendus par le Haut Conseil du dialogue social sur leurs revendications et aussi se félicite du dénouement des heures de travail à la Poste. Écoutons Issa Gueye, secrétaire général administratif national de l'association, ou plutôt l'Alliance des syndicats autonomes de la santé Andegesum, au téléphone de Mansour Diassé. Andegesum ne sera pas présente à la rencontre d'évaluation du pacte de stabilité économique et sociale parce que simplement n'étant pas signataires et ne pouvant pas être signataires de ce pacte de stabilité sociale. Bon, maintenant, nous avons été entendus par le Haut Conseil du dialogue social le samedi dans une séance d'écoute et d'enrichissement de nos revendications incompressibles. Et il s'agit donc notamment de l'indemnité de logement à octroyer au personnel des collectivités territoriales qui émargent dans la santé, tout comme les contractuels des établissements publics de santé qui n'ont pas reçu l'indemnité de logement.
plus maintenant les plans de carrière et notre assiette foncière que le président Macky Sall nous avait donc offerte à Daga Kholpa. Maintenant, nous ne pouvons pas terminer sans évoquer aussi la question de la poste, parce que le camarade Cheikh Diop de la CNTS/FC a évoqué cette question en déplorant donc la signature de cet accord-là par les autres syndicats tels que CIPOS et le SNTP, dirigé par le camarade secrétaire général adjoint de la GTSB, le camarade Ahmed Diouf. Il s'agissait pour cet accord-là d'accepter le départ définitif, le départ donc pour motif économique. Donc, départ pour motif économique sans avoir aucun franc, ou bien accepter le départ négocié parce que le gouvernement a mis 3 milliards sur la table. Alors, ceux qui ont accepté de partir ont reçu entre 7 millions et 30 millions, ça pouvait même aller jusqu'à 50 millions. Et nous ne faisons que saluer donc cet accord historique, féliciter la direction générale de la Poste, le gouvernement, notre camarade Ahmed et les autres qui ont contribué donc au règlement de cette question-là, en attendant donc les autres candidats au départ volontaire. Politique à présent, les prises de position du Premier ministre Ousmane Sonko et du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye alimentent les débats. Si certains y voient une possible dualité au sommet de l'État et se projettent sur une éventuelle séparation, d'autres plus optimistes parlent de simple opposition d'idées. Abdoulaye Dieye s'est entretenu avec eux. Les déclarations récentes du Premier ministre Ousmane Sonko et du président Bassirou Diomaye Faye donnent l'impression que les deux responsables ne parlent plus toujours le même langage politique, une situation qui alimente les commentaires et les analyses dans l'espace public. Le duel politique entre Diomaye et Sonko est désormais une réalité, pas seulement au niveau effectivement des circonstances, mais au niveau institutionnel. Donc on en est à une rupture qui est non pas seulement fonctionnelle, mais aussi structurelle. Et bien sûr, quelque part, ça augure de lendemain sombre dans la collaboration. Pour le journaliste et analyste politique Hassan Samb, il s'agit d'un duel politique au niveau institutionnel, chacun cherchant à affirmer sa position au sommet de l'État. Au niveau politique, au niveau institutionnel, ça commence à avoir des conséquences sur le fonctionnement de l'État. Bien sûr, Sonko a annoncé qu'il est l'un des premiers ministres qui a moins de pouvoir. Et bien sûr, le président fait ses tournées économiques sans le premier ministre. Et donc, même si on fait tout pour montrer qu'il n'y a pas de problème, on voit nettement que le divorce, non seulement il est politique, mais il est aussi institutionnel. De son côté, Lali Seganiad y voit plutôt une opposition d'idées et d'approches dans la conduite des affaires publiques. Moi, je ne parlerai pas de dualité, mais je vais dire, comme on le dit en sciences politiques, de diarchie, di comme deux et arc comme pouvoir, qui peuvent être complémentaires s'ils ont des décisions convergentes. Mais actuellement, le cas nous montre qu'il y a des divergences vraiment politiques. Et si le premier, en l'occurrence le président, incarne une légitimité institutionnelle, le second, lui, incarne une légitimité populaire. Quoi qu'il en soit, cette dualité pourrait avoir des conséquences institutionnelles, alors même que le président et son premier ministre restent appelés à travailler ensemble pour faire face aux urgences du pays. Et là, on a deux conséquences, à savoir une division stratégique, parce que chacun est en train quand même de faire de son mieux pour que l'élite se penche de son côté, et que l'autre conséquence, c'est des concurrences politiques en perspective, surtout pour les locales, et ça peut dégénérer pour induire une crise institutionnelle au sein de l'État.
Et on ouvre à présent une fenêtre qui est spécialement concoctée pour les préparatifs de la fête de la Korité au Sénégal. Dernière ligne droite pour les préparatifs de cette fête qui marque la fin du jeûne et du mois de Ramadan pour les musulmans. Et comme chaque année, c'est la ruée vers les vendeurs de poulets, une tradition des plats de Korité. Par contre, pour cette année-ci, le business semble battre de l'aile. Reportage Nelanjai et Vionjai. De tradition de fêter la Korité avec des mets succulents, notamment le poulet. Mais au marché Tilène de Dakar, les clients se font encore désirer. Les poulets sont disponibles. Peut-être c'est l'argent qui manque et les clients ne sont pas encore là. Mais peut-être les derniers jours avant la Korité, ils seront là. Je pense qu'ils viendront acheter. Les Sénégalais attendent toujours les derniers moments pour faire leurs achats. Nous espérons qu'ils viendront. Oui, il y en a de toutes les qualités. Il y a les poulets du pays, poulets de chair. Tout est disponible. Vous savez, élever, c'est très difficile et c'est très compliqué ici au Sénégal. Cette vendeuse, pour sa part, relève une rareté du poulet à quelques jours de la fête, à l'en croire la cherté des poussins et des aliments qui en est la principale cause de cette pénurie. Sincèrement, c'est trop cher. En plus, c'est pas la bonne qualité. Parce qu'en tant qu'éleveur, il y a la situation climatique qui impacte sur notre travail. Nous vendons 4500, 3500. C'est pas facile parce que aussi sur l'investissement, nous, en tant qu'éleveurs, c'est pas facile de notre côté. Le carton de boussin, nous l'achetons à 32 000, aujourd'hui 35 000, sans oublier les sacs d'aliments qui se vendaient à 15 000. Aujourd'hui, ils se vendent à 20 000. Donc, vous voyez que c'est pas facile. Ce vendeur revient ici sur les prix des poulets et leurs différents poids. Vraiment, les poulets sont disponibles. C'est les clients qui ne sont pas encore là. Les prix, ça varie entre 3 000, 4 000 jusqu'à 5 000. Mais je ne pense pas qu'ils vont manquer. Il y en a assez ici pour toutes les personnes qui désirent avoir. Tout est disponible. Ça dépend du choix du client. 3 000 mooy nga xamante ñu def ay 1 kilo ba 1 kilo 200 ba 300 am na ba 2 kilos ba 2 kilos 500 ça dépend. Justement, toujours dans le cadre de ces préparatifs, les marchés dakarois, les vendeurs de sacs et de chaussures exposent de nouveaux modèles pour satisfaire la clientèle. Au marché Dior, ce n'est pas encore le grand rush, mais les vendeurs interrogés espèrent tout de même un changement au dernier moment, suivant Aïsatouba et Viondia dans ce micro-trottoir. En ce moment, les clients viennent petit à petit. Nous avons renouvelé nos marchandises pour mieux satisfaire les clients. Nous espérons quand même vendre au dernier jour parce que c'est l'habitude des Sénégalais. Ici au Sénégal, la vente pour les événements, c'est les derniers jours. À cet instant qu'on assiste à une véritable affluence. Les clients viennent de partout. Il n'y a pas encore le grand rush, mais nous gardons espoir pour les derniers jours, pour écouler nos marchandises. La situation est difficile pour les parents, c'est pourquoi nous avons baissé les prix. Les chaussures que l'on vendait à 2000, nous les proposons à 1500 au lieu de 3000. Les sacs sont vendus à 1500. Les prix varient, ça dépend du choix du client et des modèles choisis. Pour les chaussures, nous vendons à partir de 3 000 à 5 000 francs. Ce n'est pas cher. Les sacs, les adultes, peuvent être vendus à 7 000 francs. Nous avons des chaussures pour enfants et adultes. Il n'y a pas de prix fixe. La différence de prix dépend de celle des modèles. À présent, la page internationale en brève. D'abord, à 18 jours de la guerre
Au 18e jour, disons, de la guerre au Moyen-Orient, les frappes israélo-américaines continuent de s'abattre sur les capitales iraniennes et libanaises. À Téhéran, le correspondant plutôt sur place témoigne plutôt de la situation. Tôt ce mardi matin, plusieurs explosions ont retenti à Dubaï et au Qatar. Israël affirme avoir tué le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale Ali Larijani et le général Gholam Reza Soleimani. Et puis au Nigeria, scène de chaos à Maiduguri ce lundi soir, moins d'une heure après la rupture du jeûne des musulmans. La capitale de l'Est de Borno, au nord du Nigeria, a été secouée par plusieurs explosions. Des attaques non revendiquées pour l'heure, mais qui se sont produites à peine 24 heures après que les forces de sécurité conjointes ont déjoué une attaque menée en pleine nuit contre une base militaire à Agilari, une banlieue de Maiduguri, où est stationnée une garnison. Sport pour clore cette édition éliminatoire pour les cantons, pour la Coupe du monde féminine de basketball. Le Sénégal qui enchaîne une énième défaite. Les Lions du basket donc qui se sont inclinés face à l'Italie sur le score de 35-85 pour leur dernier match du tournoi de qualification à la Coupe du monde féminine 2026 à San Juan. Bilan de leur campagne, 4 défaites contre les États-Unis, l'Espagne, le Porto Rico et l'Italie aujourd'hui, et seulement une victoire contre la Nouvelle-Zélande. Mais il reste tout de même une infime espoir de qualification qui repose désormais entre les mains de la Nouvelle-Zélande qui rencontre le Porto Rico à 0h. C'est ce qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme en compagnie de GTV. Bonsoir.